des Lumières européennes et la Renaissance albanaise. Je vais donc traiter la question des Lumières. Il y a plusieurs manières de poser la question des Lumières en Albanie. L'une consiste à analyser comment la Révolution française fut exportée, comprise, empruntée dans ce pays. L'histoire, en ce moment-là, débute alors nécessairement avec la nomination de Pugvil, consul général de Napoléon auprès du gouverneur albanais de l'Épire, Ali Pacha. Les histoires de Ali Pacha racontées au consul français ont été reprises par ailleurs par Alexandre Dumas pour ses nouvelles crimes célèbres. L'histoire commence là pour culminer quelques décennies plus tard avec le mouvement de la Ligue de Prizren, mouvement créé pour agir dans le cadre du traité de Berlin. Une autre manière d'envisager la question de la diffusion des idées, des Lumières, est de suivre la question par les migrations, les ouvertures, les circulations intellectuelles et culturelles, mais aussi, pourquoi pas, des réappropriations de certaines idées qui venaient justement de partout. Pour comprendre non seulement dans cette façon-là la lecture des Lumières en Albanie, mais aussi comment se construit une renaissance éclairée albanaise qui se prépare déjà au cours du XVIIIe siècle pour s'affirmer pleinement à partir du XIXe siècle. Ces deux perspectives me semblent être comprises comme complémentaires, mais l'approche des circulations intellectuelles et culturelles nous permet plus de rendre compte de la richesse d'élaboration propre au monde albanais à cette époque et de sa volonté en même temps de s'ouvrir au reste du monde. Nous opterons donc pour cette deuxième approche et proposons la lecture de ce qui paraît être très spécifique pour le cas albanais. C'est la lecture du concept de l'albanisme. C'est un concept inséparable de son slogan « La religion des Albanais et l'albanisme ». C'est un concept assez connu, mais aussi très complexe à comprendre, qui est apparu dans le mouvement de la Renaissance du XIXe siècle et qui a été interprété d'abord par l'époque communiste, à but politique forcément, ou bien je dirais aujourd'hui, maintenant interprété de façon assez simpliste, comme un sentiment d'abord d'indifférence des Albanais par rapport à la religion pour nourrir l'athéisme d'État, et puis après, actuellement, comme une tolérance interreligieuse. Je cite sur cette interprétation Kadare, écrivain contemporain albanais. La conversion ou le changement de religion de leur foi primaire, le catholicisme à la foi orthodoxe et plus tard la conversion de certains à l'islam, a servi aux Albanais de prendre de première école de tolérance. Pendant ce processus, il est devenu un fait courant parmi les Albanais qu'une partie d'une famille ait préservé sa foi catholique originelle pendant qu'une autre partie se convertissait à l'orthodoxie ou à l'islam. Il y a de multiples cas de deux frères vivant sous le même toit, l'un étant catholique et l'autre musulman. Je vais aussi citer Alfred Moisiu, intellectuel, lui aussi un des présidents albanais d'après la chute du communisme. Celui-ci, citant au passage le vers de Pashko Vasa que je vais étudier, exposer avec vous ici, la religion de l'albanais et l'albanisme. Il cite ce passage comme un témoignage du caractère normatif de la tolérance chez les Albanais. Et je le cite, « Je voudrais vous présenter une réalité palpable et historique, un bon exemple d'harmonie, de tolérance et de coexistence religieuse en Albanie. Ce modèle constitue un aspect positif de la société albanaise, un modèle qui pourrait apprendre à tout le monde comment pratiquer la tolérance. » Il est donc intéressant, dans ces conditions-là, de revenir un peu aux origines de ce concept qui se dévoile pour la première fois dans les textes de Pashko Vasa, afin de voir comment il est argumenté en ce moment-là et comment il devient non seulement un slogan, la religion des Albanais à l'albanisme, nommé partout, c'est partout un peu, mais aussi comment il devient, dès le XIXe siècle, une donnée fondamentale proposée à structurer même la société albanaise de cette époque-là.
À notre avis, c'est une hypothèse, c'est déjà une première circulation, utilisation et même réappropriation de ce qu'on connaît des Lumières, notamment françaises, c'est-à-dire du texte précisément du contrat social et de ses arguments et de la religion civile qui se trouve au 4e chapitre du contrat social. Dans un premier temps, je vais rappeler le contexte de cette circulation culturelle des idées, même si une chronologie des Lumières albanaises n'est pas le propre objet ici. Je peux rappeler que les premières Lumières se développent en Albanie à partir du XVIIIe siècle, avec ce qu'on peut considérer comme Lumière, c'est-à-dire l'imprimerie, l'Académie de Voskopoia, avec quelques écrivains qui écrivaient en langue grecque, comme Cavalliotti, des textes sur la physique, la métaphysique, entre autres. Après, évidemment, ça n'a pas pu durer que quelques années pour être fermé et suivi des premiers siècles d'intellectuels qui s'organisent déjà, mais toujours en dehors de l'Albanie. Il s'agissait de chrétiens orthodoxes ou catholiques du rite byzantin, dans le cas des colonies, par exemple, italo-albanaises. D'inspiration romantique, en plein développement du Risorgimento italien, les quelques premiers auteurs de la Renaissance albanaise, Vecil Hadji et Derrada, Vecil Hadji qui écrit un abécédaire de la langue albanaise, ou Derrada qui écrit un manuel de l'enseignement de l'albanais, 1849, essaie de constituer une identité semblable un peu avec les pays voisins, nationale albanaise, faisant appel à la fabrication d'un panthéon même, en particulier à la mise en avant de Skanderbeg. Le poème épique Skanderbeg décrit par Derrada attira l'attention de Lamartine et de Mistral, avec lesquels il avait une correspondance suivie. Autre cette dynamique de la diaspora albanaise, des nationalités à l'œuvre en Italie comme dans le sud-est européen, les premiers mouvements intellectuels pour la renaissance de la nation albanaise étaient aussi le résultat de dynamiques impulsées par les savants et les voyageurs occidentaux et vice-versa, d'un côté par les missionnaires aussi et par les missionnaires surtout protestants qui venaient dans notre pays. Après 1840 et la guerre de Crimée, d'autres réseaux se formèrent, notamment à Bucarest, et les périodiques commencent à se publier en langue albanaise. En Grèce, par exemple, car dans le pays même, le mouvement fut vraiment modeste, comme je l'ai dit. Il faut juste dire ici, dans ce contexte, pour donner le tableau de ce mouvement de la Renaissance albanaise, tous ces auteurs intellectuels étaient déjà en contact avec d'autres langues, notamment les textes des philosophes français. Ils s'exprimaient être les disciples. Rousseau est même proclamé comme leur inspirateur. Plusieurs écrits le témoignent. Donc, c'est un premier aspect que les historiens albanais appellent Rilindia, la Renaissance. Avec la Ligue de Prizren, qui se terminait par un échec, éventuellement, on connaît l'histoire, les intellectuels voient de plus en plus l'émergence de la spécificité multiconfessionnelle et plurireligieuse albanaise. Et c'est dans le courant d'une revendication nationale autour de la langue et du sang, mais aussi dans le contexte difficile d'une présence conflictuelle des différentes confessions religieuses que se développe le concept de l'albanisme. Je vais donc m'arrêter dans un deuxième temps. Nous proposons s'arrêter à l'œuvre de Paško Vasa, non seulement pour une lecture de ce concept, mais aussi parce qu'elle est une voie d'accès pertinente, j'irais même jusqu'à prétendre indispensable, aux questions posées sur les Lumières en Albanie. Cette œuvre qui se place dans le contexte de cette renaissance albanaise du XIXe siècle reste animée par une réflexion profonde sur les rapports entre la raison et la foi. Et je répète, la foi des Albanais, quelquefois ce slogan apparaît comme la foi des Albanais et l'albanisme, quelquefois comme la religion des Albanais et l'albanisme, est traversée par une interrogation lancinante sur l'articulation entre religion et politique, entre religion et nation,
entre religion et religion civile ou citoyenneté. C'est un auteur qui a essayé avec succès presque tous les genres, poèmes, articles de journaux, manuels scolaires pour la langue et la littérature, manuel pour une grammaire de la langue albanaise. Il a écrit même un roman qu'il publie pour la première fois en français, Barda do Temal, et qui est considéré comme le premier roman de la littérature albanaise. Mais surtout, son essai est très important sur la vérité sur l'Albanie et les Albanais. Or, aborder ici et rapidement cette œuvre ample et complexe nécessite quelques précautions afin de ne pas la confondre avec d'autres approches. Alors, 3 remarques préliminaires pour comprendre ce que je veux dire peuvent être faites à ce sujet. Paško Vasa est généralement considéré comme un successeur des Lumières. Je peux citer dans ce sens le manuel d'histoire de la littérature nationale, mais aussi les auteurs et les critiques importants qui étudient l'œuvre de Vasa aujourd'hui. Par ailleurs, lui-même, il s'exprime être le disciple des philosophes français. On va éviter une telle mise en perspective pour 2 raisons. D'une part, seulement on va juste garder le fait qu'il s'exprime être le disciple des Français, mais on va éviter une telle mise en perspective pour 2 raisons. D'une part, l'on sait combien l'idée même de successeur est contestable aujourd'hui, qui fait symptôme d'anachronisme, on l'a dit hier aussi, et d'autre part, à maintes égards, la pensée de Paško Vasa est assez spécifique et même si parfaitement dans la continuité des Lumières et de la pensée rousseauiste, Vasa s'inscrit tout à fait dans son temps et dans une autre géographie européenne. Pour le comprendre, il faut donc mieux le lire dans son contexte que par rapport aux œuvres des Lumières. La question religieuse. Deuxièmement, la question religieuse a hanté la vie de Vasa à cause de la naissance dans une communauté confusionnelle catholique minoritaire, mais aussi de la complexité des relations interreligieuses en Albanie à cette époque. Les Albanais, à la différence des Grecs, des Bulgares et des Serbes, voyaient se dresser le redoutable obstacle des oppositions confessionnelles entre les chrétiens orthodoxes et les catholiques et les musulmans. Il faut noter ici la présence d'un grand nombre de crypto-chrétiens et une autre spécificité albanaise, que l'islam sunnite y était contrebalancé par le bektachisme. Puis, la question de la liberté pour Vasa et de l'identité nationale, son exil en Italie et puis son emprisonnement par les Autrichiens après avoir participé dans la révolution que connaît Milan et qui se connaît comme les 5 jours de Milan comme un prolongement du printemps des peuples contre l'autorité de l'Empire d'Autriche. Son emprisonnement, mais sa fuite à Constantinople pour aboutir à une carrière diplomatique sous l'Empire ottoman. Il a été ambassadeur à Londres, fonctionnaire, puis ensuite gouverneur de Liban en tant que fonctionnaire de l'Empire ottoman. Tout ça, tous ces éléments incitent naturellement l'auteur à être protagoniste, comme je peux utiliser le terme, d'une crise de la conscience albanaise, si on peut vraiment se permettre une parallèle du contexte de l'expression qui renvoie bien sur un maître livre de Paul Hazard. C'est un contexte personnel qui l'a mené plus particulièrement à réfléchir sur la religion et la nation, la religion et son rapport politique. Troisièmement, même si l'on ne saurait pas faire de lui l'inventeur de la laïcité, surtout de cette laïcité à la française, Vasa a réfléchi tout au long de son œuvre à l'articulation souhaitable, ou plus exactement, à la distinction nécessaire entre le politique et le religieux. Il a exprimé dans ses écrits le rapport souhaitable entre la citoyenneté, la nation et la religion. Dans son essai « La vérité sur l'Albanie et les Albanais » 1878, qu'il publie en 3 langues, en français et en allemand, avant même de le publier en albanais. Après un long développement sur l'origine, l'histoire des Albanais et de leur religion, à commencer par le paganisme antique jusqu'au christianisme et à l'islam, l'auteur fait une réflexion sur les aspects sociologiques des réalités et du système politique qui règne dans les Balkans et dans les pays voisins. Il essaie d'éclairer la logique fondamentale des contradictions et des guerres, non seulement en Albanie, mais dans les Balkans en général, remarquant les qualités des peuples en balance avec leurs défauts. Le critère de la balance pour Vasa reste
l'attachement des citoyens à leur nation et à l'unité du peuple, indépendamment des appartenances religieuses. Je cite Vasa, « L'un se dit grec, l'autre turc, vous êtes tous des Albanais, malgré les religions. » Je cite encore, « Avant, dans les villages montagneux albanais, les chrétiens avaient les mêmes privilèges que les musulmans. Ils vivaient ensemble et ils étaient tous égaux. Il faut revenir à ces principes. » La revendication de l'égalité entre les Albanais autour de l'albanisme, considéré comme une religion sacrée, est un phénomène qui surgit avec l'idée d'unification, de l'unification de la nation et se développe en lien avec un autre concept, celui de la civilité et de la citoyenneté, qui apparaissent aussi et se développent avec le mouvement politique et intellectuel de la Renaissance. Je n'ai que 3 minutes, donc je vais faire vite. À côté de ces textes argumentatifs, dans d'autres écrits de Vasa, on trouve aussi le sentiment romantique. Il n'y a pas que les Lumières. La douleur pour la nation, par exemple, c'est sa façon à lui d'exprimer, qui souffre sous le joug ottoman. L'appel à la sécularisation des références et des institutions religieuses, l'envie d'enlever le caractère sacré de la religion et de la remplacer par le caractère sacré de la nation. Je cite rapidement son poème en albanais, qui suit évidemment cet essai sur la vérité de l'Albanie et des Albanais, et qui commence avec l'apostrophe « Ô Albanie, ma pauvre Albanie, qui sous le joug t'a obscurci ainsi », et je continue, « Vous, Albanais, vous vous entretuez, un sans parti vous est divisé, l'un se dit musulman, l'autre chrétien, l'un se dit turc, l'autre latin, celui-ci grec, cet autre slave, mais vous êtes tous frères, mes pauvres, prêtres et hodjas vous ont abrutis. Réveillez-vous, les Albanais, du grand sommeil, réveillez-vous, vous êtes tous des frères et autour d'un serment, réunissez-vous. Ne regardez ni les églises ni les mosquées, la foi des Albanais et l'albanité, ou bien la religion des Albanais et l'albanisme. Dans cet appel douloureux, le mot « nation » n'est pas utilisé, pas encore. La nation serait représentée par l'Albanie, cette grande dame à qui on s'adresse comme une personne souffrante et qui désigne le territoire habité par les Albanais, qui sont les frères de sang, mais divisés par les prêtres et les hodjas. La représentation du pays comme personne vivante et souffrante, quelquefois comme une mère qui réunit tous les Albanais autour d'elle, se trouve dans tous les textes poétiques et littéraires de Vasa. Dans son roman aussi, Barda de Temal, par le biais de Barda, le personnage principal du roman, on retrouve la symbolique de la dame Albanie, prise au piège, soumise aux traditions et aux conflits des croyances religieuses et aux mœurs de la société albanaise de cette époque. On ne peut pas s'empêcher, là aussi, par la similitude de l'intrigue de l'amour entre les deux personnages principaux qui se créent autour de l'histoire simple d'un mariage et les critiques de la société que Vacha déploie, ne pas penser aussi là à la nouvelle Héloïse de Rousseau. Barda, voir sur ça Clara Kodra et d'autres critiques. Barda est contrariée à se marier avec le consentement de sa famille, une famille traditionnelle chrétienne, catholique, tandis qu'elle aime un musulman qu'elle rencontre dans son village. Et je vais finir pour dire que dans l'œuvre de Vasa, la nation est aussi désignée par le peuple qui fraternellement doit se réunir avec un serment qui serait l'appartenance à une seule religion, dont les rites ne seraient pas proposés par les prêtres et les hodjas, mais par la cohabitation fraternelle et civique. Plutôt que l'interprétation de Vasa, de la tolérance de ce concept de Vasa, on propose dans la lecture de son essai un choix raisonnable pour garder la liberté de chacun. Et je cite encore, ce n'est pas aux hodjas et ni aux prêtres de définir votre nationalité. Nous appartenons à une culture commune, à une langue commune. La religion citoyenne est notre religion. Plus que la tolérance, je lis ici la solution du problème de la diversité religieuse perçue comme exportée à travers une sorte de religion civile rousseauiste. Je peux conclure dans l'actualité de Vasa? Oui.
3 phrases. Pour accepter l'actualité de Vassa, je vais prolonger moi-même la réflexion. Je vais conclure avec la question qu'il pose aux Albanais dans son essai, je le cite, « Qui sommes-nous » Et comme le nommait à juste titre Claude Lévi-Strauss, toute utilisation de la notion d'identité commence par la critique de la notion. L'identité n'a pas de réalité, elle n'existe, écrit Éric Hérisson, que par le sentiment d'identité. C'est cette acceptation du terme que je retiens à la lecture. L'identité n'est jamais un état ni un avoir, mais l'objet d'un effort de construction sociale. Elle ne se saisit que dans la crise et ne se maintient que par la prise en charge de position, du rôle et de la parole. Merci.